Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 22 décembre 2024. Le Bénin a tourné définitivement dos à son passé honteux et il n'est plus question d'y retourner. À l'endroit des nostalgiques de cette époque, Patrice Talon a été on ne peut plus clair. Devant la représentation nationale vendredi au palais des gouverneurs, le chef de l'État a sacrifié à la tradition. Le président a prononcé son discours sur l'état de la nation, occasion pour présenter les grandes lignes des réalisations de son gouvernement. On retient du message de Patrice Talon que le Bénin est réinventé et n'est plus le même que celui qui a été dirigé par ses prédécesseurs. Réseau routier de bonne qualité, l'école béninoise en bonne santé, Cotonou, ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, l'économie béninoise au top niveau. Bref, le régime de la rupture a métamorphosé le Bénin et entend faire davantage. Mais tous les Béninois se retrouvent-ils dans ce portrait donc de leur pays? C'est l'un des sujets d'analyse avec notre invité média Nazer Vikou est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. C'est le plus grand rendez-vous chez les fidèles de l'église du christianisme céleste du monde, le pèlerinage annuel qui se déroule sur le site international de la plage de Diefa dans la commune de Semepodji. L'édition 2024 est prévue du 24 au 25 décembre prochain. D'importantes innovations sont prévues, mais quel est le niveau des préparatifs et quelles sont surtout les dispositions prises pour assurer la sécurité des pèlerins? Nous en parlerons, donc nous parlerons de tout ça avec Gabriel Soumaro. Il est le directeur de cabinet du chef mondial de l'église du christianisme céleste. Dans le dernier rendez-vous de cette émission, elle sera avec nous. Il s'agit de notre invité média et également donc de notre artiste de la semaine. Il s'agit de Modoupe, donc qui a à son actif plusieurs singles et également un album. Elle organise son concert le mardi 24 décembre prochain. Vous aurez toutes les précisions donc de ce concert quand elle sera avec nous aux environs de 14h30. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, fin de la deuxième phase de la tournée du préfet du département du Mono dans les communes relevant de son territoire de compétence dans les 6 communes. Bienvenue, Mélorin est allé échanger avec les autorités locales sur leur gestion. On en parle dans un instant. On parlera également de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme. À l'occasion, il est organisé la campagne nationale et internationale semestrielle pour la paix. C'est une initiative de l'UNESCO avec possible les jeunes. Les élèves de Savalo sont entrés dans la danse cette semaine. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts du lancement du festival citoyen de la jeunesse. Il est organisé par le ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Depuis 4 jours, Parakou vibre au rythme d'activités culturelles, éducatives et récréatives qui prennent fin ce dimanche dans la cité des Kobourou. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, comme je le disais il y a quelques minutes, le préfet du département du Mono a bouclé la semaine dernière la deuxième phase de sa tournée statutaire dans les localités donc de son commandement. Les 6 communes du département ont donc reçu la visite de l'autorité préfectorale qui est allée voir la gestion qui est faite de l'administration au niveau des collectivités territoriales. Au thème de cet exercice, le préfet a fait le point au micro de Nassis Alossé et Florando. Nous avons très bien vu en instituant de faire 2 tournées statutaires. Nous le disons parce que si nous avions laissé 1 an avant de repartir dans cette telle commune, nous serons négativement choqués au regard des résultats peu reluisants que nous avons réussi au niveau de ces communes, en l'occurrence Grand Popo, Comé et Lokosa dans une moindre mesure, parce que nous estimons que au regard des potentialités qu'ont ces communes, au regard de tout l'investissement que l'État fait pour l'implémentation de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, beaucoup d'efforts méritent d'être faits au niveau de ces communes, notamment au niveau des services techniques, qui ont donné l'impression d'avoir relâché un peu. Et je crois que
cela crédite davantage cette initiative de faire 2 tournées statutaires pour maintenir la pression, mais également maintenir toute l'équipe de mobilisation, qu'il s'agisse des organes politiques que des organes techniques, mais également aussi des populations, de maintenir une veille sur cet indicateur qui, pour nous, reste un indicateur de premier plan. À part, disons, le volet mobilisation des ressources, nous avons scruté tous les autres compartiments de développement, de la sécurité à la santé, en passant par l'éducation. Et nous sommes ressortis de cette tournée avec de grandes orientations, notamment celle de prendre un arrêté préfectoral pour instaurer l'abattage systématique des chiens errants. Cette décision est motivée par le fait que notre département reste un foyer, malgré tous les efforts consentis au niveau national, un foyer de propension de la rage. Et malgré tout ce qui a été fait au niveau des communes, je crois que c'est mal perdu. Et nous devons donc, en tant que première autorité du département, prendre nos responsabilités. Donc nous allons instaurer un arrêté préfectoral pour donner les moyens aux services de santé, mais également aux forces de sécurité, pour abattre systématiquement les chiens errants. Voilà donc pour le point de la tournée statutaire du préfet du département du Mono. Autre sujet annoncé en titre, c'est la campagne nationale et internationale semestrielle pour la paix, initiative de l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, conduite par le président des clubs UNESCO au Bénin. L'objectif est de sensibiliser les élèves à la culture de la paix et à l'adoption de comportements favorables au vivre ensemble. Voici le point de l'étape de Savalo. Plus d'une douzaine de localités sont parcourues par les organisateurs. À chaque étape, comme ici à Savalou, la 8e étape, l'objectif reste le même, travailler à l'enracinement de la paix, la non-violence et la tolérance. L'opération démarrée depuis quelques semaines déjà s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale et internationale semestrielle pour la paix. L'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation UNESCO a pour cible les jeunes, d'où le choix porté sur les élèves. Lorsqu'on s'en tient au contexte de création de l'institution UNESCO qui est créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pour semer les graines de la paix. Alors c'est dans le jeune âge que les vertus sont ancrées en soi. C'est pour ça que cette cible-là a été choisie et décidée par le gouvernement, dont nous portons la voix à l'intérieur et au niveau déconcentré aux côtés des préfets. Bien évidemment, vous comprenez avec nous qu'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social, culturel sans la paix, sans la culture de la non-violence, sans la culture de la tolérance. Et il n'est pas superflu de multiplier actuellement les appels à la paix. Démarrée par une caravane, l'activité s'est poursuivie à la Maison des Jeunes de Savalou par une séance d'échange. Au cours de cet entretien, l'assistant s'est convié à jouer sa partition pour la consolidation de la paix que prônent les clubs UNESCO. Partout sur l'étendue du territoire national, spécialement dans les collines et la cité des Soravis, ces apprenants doivent désormais se considérer comme les ambassadeurs de la paix, la non-violence et la tolérance. Autant que vous êtes, quand vous allez rentrer dans votre maison, village et arrondissement, essayez de parler à nos frères. Parce que bientôt, nous aurons des élections. Je voudrais que Savalou soit exceptionnel. Savalou a été une commune de paix et que Savalou restera toujours dans cette commune de paix et Savalou la belle. Aussi, voudrais-je encourager fermement les différents acteurs engagés et impliqués dans ce programme pour pérenniser cette culture dont notre pays a vocation. Je suis convaincu qu'au terme de cette campagne, notre pays avancera dans sa marche résolue vers la paix durable pour un développement harmonieux de ses fils et de ses filles. C'est l'une des activités phares de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette campagne prendra fin dans la ville capitale, Porto Novo.
On en vient maintenant à ce cri de cœur lancé depuis le CNHU de Cotonou. Deux jeunes hommes albinos qui y sont actuellement hospitalisés appellent à l'aide atteints d'un cancer de la peau. Ils ont développé une gangrène au niveau du cou qui altère leur santé. Les patients, avec le soutien de Alimatou Badarou du bloc républicain, sont pris en charge au CNHU. Ils en appellent toutefois à la compassion des autorités à divers niveaux. On va les écouter. C'est un cancer que j'avais depuis plus de 5 ans que je t'emballais. J'ai déjà opéré ça 2 fois. Ce second-là n'a pas marché. C'est comme ça, ça a gonflé, ça a déclenché complètement. Et à l'aide de Madame Badarou, je suis venu à CNHU ici. Et ils sont en train de me traiter un peu. Mais pas encore. Ils ont demandé la chimiothérapie. Maintenant, c'est après avoir... On a fait des examens que les résultats doivent sortir d'abord. Avant le chimiothérapie. Maintenant, même jusqu'à... Ils ont dit qu'ils vont me libérer hier. Quand la madame a dit non. Pourquoi? Parce que je continue d'essayer. Toujours plus que ce qui était. Donc, voir mon état, et je me perds même des fois. Voir mon état, je ne peux pas rester à la maison sans suivi. Je veux que toute la population béninoise me soutienne. Je veux aussi que les députés, les ministres, même Madame Talon, parce que je sais qu'il fait plus que ça. Je veux que Madame Talon aussi intervienne. Je veux que le président Talon aussi intervienne pour que j'ai la satisfaction. Parce que j'ai besoin de vivre. Je souffre du cancer depuis 2009. Depuis 2009, j'ai même été récemment opéré. Malgré ça, ça a eu de rechute et ça me crée pas mal de soucis. Ma présence ici, j'ai eu appris la nouvelle de mon frère Arnaud. C'est surtout ça qui m'a motivé et je me suis dit que je vais passer le voir. Donc, sur ce, j'implore la clémence, la miséricorde des autorités de notre pays à nous venir en aide, spécialement Christophe Aïssi, la première dame de notre pays, y compris notre cher président de ce pays, qu'il me vienne en aide pour que je puisse trouver satisfaction. J'implore toutes les députés, je sollicite leur clémence, leur pardon, leur miséricorde, qu'ils me viennent en aide afin que je puisse trouver satisfaction. Voilà, trouver satisfaction et recouvrer leur santé, ce n'est que ce qu'ils demandent. Leur cri de cœur est adressé aux autorités de ce pays et aux personnes de bonne volonté. Dans la couloir du CNHU, nos reporters ont rencontré le président de l'association des albinos du Bénin et la mère de l'un des patients. Ils se sont confiés à nos confrères. Nous avons commencé ce traitement depuis le 13 janvier 2009. Ici à Lorel avec le professeur Adjibabi en complicité avec le docteur Volouré. Depuis ce moment, on n'a plus de cas graves. Les boutons viennent, on enlève. Mais en 2023, j'ai constaté encore l'apparition de ganglions sur le cou droit. Ce qui nous a fait amener à l'hôpital de Zivie. N'ayant plus les moyens comme hier, j'ai pris par l'hôpital La Croix de Zivier quand les chirurgiens missionnaires étaient arrivés. Et c'était le 12 février 2024 que le médecin Giovanni l'a opéré.
À ma surprise, j'ai encore constaté qu'en mai, ça a encore repoussé. De mai à aujourd'hui, c'est ce que ça a donné. Ça saigne, ça fait la plaie. Bon, vraiment, c'est devenu compliqué. Et d'après les analyses, les médecins me disent que c'est le cancer de la peau qui se développe ainsi. Il va falloir qu'on fasse la chimiothérapie. Je n'ai plus rien. Manger même, c'est difficile. J'ai tout vendu. Je suis entourée de dettes. J'exhorte toutes les autorités de ce pays de venir à mon aide afin que la vie de mon enfant soit sauvée. Et quand j'avais appris par les ondes que Arnaud est ici, parce que Arnaud a subi l'opération le même jour que Junior. Donc, je me suis dit, si je venais ici, je vais rencontrer Madame Badarou. Et puis, j'implore aussi la clémence de la première dame. J'aurais appris qu'elle a un centre qui traite les cancers, de me venir en aide. Tous les députés, s'ils sont à l'écoute, si Koudé est à l'écoute, le CA ici, Zivier, l'honorable Edmond Dagassago de Messanou, venez tous, je vous exhorte tous, toutes les poches, toutes les cours sociales, venez à mon secours, sauvez la vie de mon enfant, aidez-moi, je n'ai plus rien. Et nous avons de ces cas pleins dans les villages, dans les zones reculées, qui meurent en silence, qui meurent faute de moyens, faute de connaissances, parce que quand ils vont dans les dispensaires des zones des villages, eux, ils ne savent pas, ils le prennent à la légère, ils prennent ça comme si c'était une simple plaie et ils traitent ça avec la bétadine, avec les soins de surface, mais malheureusement ça dégénère et les nôtres là meurent en silence. Si vraiment les autorités peuvent nous assister de par le volet social, vraiment ça nous ferait beaucoup plaisir parce que cette année, on a déjà perdu au moins deux, même parallèlement à ces deux cas que vous voyez là, dans des villages à Adja, il y en a. Même il y a une sœur qui est dans notre association qui est souffrant actuellement et dont on a perdu le contact. Et donc il y a de ces cas pleins qui souffrent du cancer de peau et qui meurent plein des nôtres. Un appel à la solidarité pour aller au chevet des deux compatriotes en situation délicate au CNH2 Cotonou. Toujours dans l'actualité, à marge de la commémoration de la journée internationale des personnes handicapées, l'association Société Inclusive a célébré vendredi la 3e édition du Handi Day, une initiative mise sur pied depuis 2002 qui permet aux acteurs publics et les organisations de la société civile de mobiliser l'opinion publique autour de la problématique du respect des droits des personnes en situation de handicap et de prendre des engagements à œuvrer davantage pour leur épanouissement. L'action collective pour une société durable, c'est le thème de ce 3e rendez-vous. Les personnes en situation de handicap aussi méritent d'être mieux considérées dans la société. Ils méritent de bénéficier des mêmes chances d'égalité que tous. Ce sont les principaux messages que véhicule cette 3e édition du Handi Day, initiée par l'association internationale Société Inclusive. Depuis 2022, cette initiative vient chaque année célébrer l'inclusion, la diversité et met en lumière les porteurs d'handicap au Bénin. Loin d'être une journée festive, il s'agit ici d'une journée d'échange et de réflexion pour ces différentes personnes ici réunies dans la perspective de bâtir une société qui ne laisse personne de côté. L'inclusion, ce n'est pas seulement l'affaire des personnes en situation de handicap, parce que ce que l'on fait pour les personnes en situation de handicap, d'autres cibles vulnérables de la société en bénéficient. Chères entreprises, ouvrez-vous aux talents en situation de handicap, car c'est grâce au travail que ces personnes pourront réaliser le plein potentiel et contribuer activement au développement durable, économique, social, culturel de notre pays. Et pour terminer, un appel pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes les acteurs de notre inclusion. Nous pouvons faire de notre handicap un frein et alors on croise les bras, on refuse d'avancer ou en faire un moteur pour avancer et réaliser un plein potentiel. Le Handi Day 2024 se présente donc comme cette plateforme de plaidoyer, de sensibilisation et d'action pour bâtir un Bénin inclusif où chaque personne trouve sa place
et contribuent pleinement au développement inclusif et durable du pays. Dans cette optique, l'assistance a eu droit à un premier panel axé sur la procédure d'obtention de la carte d'égalité des chances mise à leur disposition depuis le 6 décembre 2024 par le gouvernement. Plusieurs minutes d'échange au cours desquelles les personnes en situation de handicap ici réunies sont informées sur leurs droits et les démarches nécessaires à mener en vue de la reconnaissance administrative de leur handicap. Je suis d'ores et déjà persuadé que les acteurs que nous sommes réunis ici, nous jouons déjà notre partition afin d'informer les populations de l'existence de nouvelles mesures prises par le gouvernement de notre pays et qui visent à offrir un environnement protecteur aux personnes handicapées. Je félicite l'association Société Inclusive pour cette initiative qui entre en ligne de compte des actions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dont le souci majeur est d'œuvrer pour contribuer au bien-être des couches vulnérables en général et des personnes handicapées en particulier. Les participants ont bénéficié d'un second panel de discussion sur la responsabilité sociétale des entreprises, levier d'insertion professionnelle des talents en situation de handicap. À cet effet, lumière a été faite sur l'impact des chefs d'entreprise qui osent s'ouvrir à la diversité et à l'inclusion. Et avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que le ministère des Sports, à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, organise le Festival citoyen de la jeunesse. C'est un événement dédié à la promotion de la citoyenneté active, de la cohésion sociale et de l'engagement communautaire. Depuis 4 jours, parcours la cité d'Ekoboro vibre au rythme d'activités culturelles, éducatives et récréatives qui vont prendre fin ce dimanche. Reportage. Après leur distinction au Palais des Congrès à Cotonou, les 28 meilleures associations des départements du Bénin exposent et partagent en ces lieux avec la population leur savoir-faire. Cette première édition du Festival citoyen de la jeunesse se veut une plateforme et un espace unique de rencontre, de partage et d'apprentissage mutuel pour les jeunes dans leur contribution pour des solutions qui impactent leurs communautés respectives. Le Festival citoyen de la jeunesse se veut une plateforme et un espace unique de rencontre, de partage et d'apprentissage mutuel pour les jeunes dans leur contribution pour des solutions qui impactent leurs communautés respectives. Pendant 3 jours, outre les expositions des associations de jeunes à travers les stands à elles offertes gracieusement, derrière vous, nous aurons droit à des conférences-débats, des ateliers divers et des thématiques, sur diverses thématiques ayant trait à la citoyenneté, à la démocratie, à l'engagement communautaire, au volontariat, à des activités aussi récréatives, des sorties découvertes et d'apprentissage sur fond d'animation permanente. Les associations de jeunes ont pendant longtemps travaillé dans l'anonymat au Bénin et c'est pour révéler leur engagement civique et communautaire que cette initiative a été organisée pour un changement dans nos différentes localités. C'est le lieu de louer les efforts que déploie le gouvernement de la République du Bénin sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui fait de la jeunesse l'une des priorités de l'État, à travers le renforcement de la formation professionnelle et la mise en place de plusieurs projets et opportunités d'emploi. Durant ces 3 jours, dans la cité d'Ekoboro, un programme riche et diversifié vous serait présenté. Ces initiatives visent principalement à inspirer et à apprendre et à s'épanouir tout en consolidant la base d'une société inclusive et dynamique. Chers jeunes, chers citoyens, chères citoyennes, votre énergie et votre créativité sont le moteur de ce festival. Cette première édition du Festival citoyen de la jeunesse se veut une occasion pour les associations de jeunes de prouver leur implication dans le développement dans leurs différentes localités.
4 jours durant, les 28 associations ici présentes vont tenter de rester collées à cet idéal que prône le ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. C'était le point de l'actualité chez vous. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Cette émission va se poursuivre. Premier sujet de discussion sur ce plateau, on va faire le point des préparatifs du pèlerinage des fidèles de l'église du christianisme céleste. Ça démarre mardi prochain à Semepodji. Disposition et innovation, on en parle avec Gabriel Soumaro. Il est le directeur de cabinet du chef mondial de l'église. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans le véhicule, oui, ouais, dans ton. Il est aussi un village, Boa Kouton, sans tanga. Le grand rassemblement est prévu pour mardi prochain sur le site international de la plage de Diefa, de la commune de Semepodji. Le pèlerinage des fidèles de l'église du christianisme céleste démarre le 24 décembre prochain pour 2 jours d'intenses prières à 48 heures de l'événement mondial. Que se passe-t-il de l'autre côté de Semepodji? Comment est-ce que les fidèles se préparent? Donc en ce moment, le directeur de cabinet du chef mondial de l'église du christianisme céleste est avec nous pour nous donner toutes les précisions concernant l'événement. Monsieur Gabriel Soumaro, bonjour. Bonjour, frère Idrissou. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment est-ce que les préparatifs se déroulent de l'autre côté de Semepodji? Bon, frère Idrissou, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Mais avant de répondre à votre première préoccupation, je voudrais situer le cadre du pèlerinage. Oui. L'église du christianisme céleste, vous savez bien que c'est une église qui est née au Bénin en 1947. Oui. Et le tout premier pèlerinage a eu lieu en 1947. Okay. Maintenant, à ce grand rassemblement, disons, puisque à l'origine, ils n'étaient pas si nombreux. Mais Dieu a révélé à son missionnaire que des temps arriveront où ils viendront de tous les pays et qu'il nous serait impossible de les compter parce qu'ils seront semblables au grain de sable. Et le pèlerinage de l'église du christianisme céleste, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas si je veux, je pars, mais c'est un commandement, c'est une obligation pour tout chrétien céleste, où qu'il soit, d'être présent à ce rassemblement. Du coup, ça nous pose des problèmes de défis, il y a des défis majeurs qu'il faut forcément lever. Et l'un de ces défis, c'est comment préparer l'événement. Tout à fait. Comment préparer le site. Comment est-ce que vous le préparez? Voilà. Donc actuellement, les préparatifs, je peux dire que tout est fin prêt, puisque c'est un événement qu'on célèbre chaque année. Et comme vous le savez, c'est l'un des plus grands rassemblements en Afrique au sud du Sahara. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Et ces efforts, on les déploie. Ces efforts, ça concerne déjà, pour le simple fidèle qui veut participer, une préparation d'abord spirituelle à son niveau, la préparation spirituelle du site, et aussi les autres volets de l'organisation, la préparation matérielle, les infrastructures, comment gérer la sécurité, la santé des pèlerins, leur installation, les conditions d'accueil pour qu'il y ait plus de convivialité sur le site.
Donc pour le chrétien lambda qui veut venir à ces pèlerinages, ça demande une préparation spirituelle, son état d'âme, sa conviction. Pourquoi veut-il aller? Il doit savoir que c'est un lieu hautement spirituel où le facteur premier c'est la prière. Il va pour communiquer avec son Dieu. C'est un lieu de rassemblement, un rendez-vous annuel que nous tenons, où Dieu nous a promis que toute personne qui mettrait pied à ce lieu ne retournerait pas les mains vides. Il sera comblé de bénédictions. Aussi, pour rappeler que Joseph et Marie, étant sortis de leur maison, sont revenus avec un enfant béni, un enfant désiré. Donc, tout fidèle qui ira retournerait avec ses bénédictions. C'est pourquoi ça exige une préparation spirituelle. Il faut être dans un état perméable pour recevoir ces bénédictions. D'accord. Et quelles sont les grandes innovations prévues pour cette année? Maintenant, au titre de cette préparation, il y a les matines. C'est des prières qu'on commence à 4h du matin. Ça se fait. On est à la 5e phase. Il ne reste que 2 pour atteindre le jour. Sur le site des chorales déjà anime pour que l'événement soit à la hauteur de ces préparations. Mais pour cette année, les grandes innovations, ça concerne d'abord le cadrage des activités à y mener. Voyant la taille de ce qui se passe, on a dû rédiger un document de cadrage, un document de stratégie de développement du site pour que les actions à poser désormais soient des actions durables. Pour la période 2025-2030, c'est bien ça? Très bien. Donc vous avez déjà une parfaite connaissance de ce document et c'est en fonction de ce document que tout va se passer désormais. C'est la première année après l'apparition de ce document. Donc beaucoup de choses changent et beaucoup de fidèles risquent de se perdre dans les nouvelles dispositions. Mais le tout premier que nous pouvons déjà mettre en valeur, c'est l'accès au site. L'accès au site, ça fait l'objet aujourd'hui de, je dirais, sous une haute sécurité. On ne peut pas y aller comme on veut ou quand on veut, mais vous serez contrôlé à l'entrée et vous serez orienté aussi comme il se doit pour rester là où vous devez y être. Et une des innovations, c'est la préparation de l'esplanade de prière où on avait projeté avoir un muséum pour mémoriser l'âme du fondateur de cette église. Donc un cénotaphe est en cours de construction. On est à près de 90% d'ici demain ou après-demain. Tout sera prêt pour que cette année, tous les fidèles puissent constater qu'on a donné une place au fondateur sur le site. Quel est le niveau d'implication, on va dire, du gouvernement dans l'organisation? Le gouvernement, je peux dire que depuis toujours, le gouvernement nous accompagne. Mais l'année passée, on a noté une forte volonté politique, d'abord du chef de l'État, qui a instruit les différents cabinets ministériels pour accompagner l'événement. Cette année, beaucoup de cabinets se sont déployés sur le site, chacun dans son compartiment. Mais l'implication du gouvernement peut se noter sur 3 différents aspects. D'abord, au niveau communal, une structure existe pour des échanges entre l'Église et ce niveau de représentation. Au niveau de la préfecture, la préfète aussi a mobilisé presque tous les cadres l'entourant pour qu'une attention particulière soit accordée à cet événement. Maintenant, au niveau du gouvernement, tous les cabinets ministériels se déploient et se concertent fréquemment au niveau du ministère de l'Intérieur pour faire le point des actions. Et sur le terrain, j'avoue que tous les cabinets ministériels se sont déployés pour que le résultat soit à l'honneur de notre pays. D'accord. Les dispositions sécuritaires dont vous parliez, est-ce qu'elles s'étendent donc aux conditions de transport? Parce que généralement, on voit les pèlerins revenir pratiquement donc à pied après ces moments de prière. Non, je veux d'abord remercier le gouvernement pour un événement qu'on a eu il y a à peine une semaine.
Je peux dire précisément que le dimanche passé, des détachements de la police républicaine ont sillonné même beaucoup de nos paroisses, surtout dans Porto-Novo, pour sensibiliser les fidèles. Oui. Quel type de véhicule utiliser pour y aller, les conditions pour respecter la sécurité routière, la condition de circulation sur nos accès. Et maintenant, pour accéder au site, très peu de véhicules auront accès sur le site pour d'ailleurs permettre à ces pèlerins de marcher librement, d'aller librement et se retourner aussi librement. Beaucoup utilisent des moyens, ils auront un endroit pour les garer, mais pas forcément sur le site. Et au retour, ils emprunteront ces moyens aussi pour retourner. À pied, je ne crois pas que beaucoup seraient contraints à ça. Les moyens utilisés pour arriver seront certainement à leur disposition pour le cheminement retour. D'accord. Depuis l'année dernière, il a été instauré le comptage scientifique donc de pèlerins. Cette année, que peut-on retenir? Oui, on a initié le comptage scientifique l'année passée. On croyait que c'était impossible, mais les données nous ont permis de constater que c'est possible. Cette année, ce serait amélioré et les dispositions sont prises. Déjà au niveau des frontières du pays, des équipes sont là pour accueillir les pèlerins de l'extérieur, prendre quelques informations les concernant et reverser à l'équipe centrale chargée du comptage des pèlerins. Les dispositions sont en cours et depuis 3 ou 4 jours, ça a commencé. Et cette année, on aura un résultat meilleur dans l'organisation et dans la confirmation des données qu'on aura. D'accord. Alors, du point de vue, on va dire spirituel, que gagne le Bénin en abritant ce grand rendez-vous mondial? Bon, sur le plan spirituel, je crois que le Bénin est devenu la terre promise. Oui. C'est une terre sacrée, une nation bénie. Parce que, vous vous rappelez, Dieu a choisi Israël pour en faire son peuple. Et de nos jours, Dieu a choisi le Bénin pour révéler son Église. Et le Bénin, du coup, devient un pays de bénédiction. Donc pour le pays, spirituellement, c'est un pays béni où la guerre n'aura pas droit de citer. Maintenant, sur le plan matériel, financier, vous savez, quand vous abritez de grands rassemblements, les hôtels vont sentir le tourisme religieux, nos marchés, nos différents coins vont ressentir le gain économique de cette organisation. Disons que le Bénin est un pays béni. D'accord. Et puis à travers les synodes 2024, les hauts dignitaires du monde se sont regroupés au Saint-Siège, donc à Porto-Novo, pour le bilan 2024. Quelles sont les grandes recommandations issues de cette rencontre? Vous savez, le synode est un organe de décision de l'Église. Et ça regroupe réellement les responsables de l'Église au niveau des différents pays où l'Église est représentée. Donc cet événement se tient au moins une fois l'an, surtout à l'approche du pèlerinage pour éviter plusieurs déplacements de ces dignitaires qui viendront de loin. Cette année, ils sont venus des États-Unis, de l'Europe, de beaucoup de pays d'Afrique et le Bénin naturellement. À l'issue des travaux, les recommandations sont importantes. D'abord, le thème de ce synode, c'est comment formaliser la formation biblique et doctrinale. Beaucoup ont des connaissances, mais il faut maintenant les ordonner, il faut maintenant les classer. Donc la première recommandation et la plus grande, c'est qu'on puisse lancer une phase pilote d'une école biblique et doctrinale pour l'année 2025. Ensuite, sur la plupart de nos paroisses, les recommandations exigent que les outils de gestion, que ce soit des outils de gestion administrative, spirituelle et financière, soient mis en place pour une meilleure organisation de la vie de l'Église. Le chef mondial de l'Église sera-t-il au rendez-vous cette année? Bon, je le disais tout à l'heure que pour tout chrétien céleste, ce rendez-vous n'est pas une volonté, c'est une obligation. Oui. Le chef mondial, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques l'année passée, mais je rends compte et je rends grâce à Dieu de l'avoir préservé
Et l'homme n'étant pas maître de lui-même, on est soumis à la volonté de Dieu. Mais actuellement, je vous rassure que le chef mondial de l'Église se porte à merveille. Et si Dieu le veut, il sera présent à ce rendez-vous. D'accord. Un appel à tous les fidèles qui sont appelés à prendre part à ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a des consignes particulières qu'ils doivent savoir? Oui, c'est nécessaire. Quand on va dans un milieu où il y a grand attroupement, il y a forcément des contraintes, il y a des exigences. Oui. Je voudrais demander à tous les fidèles de l'Église d'abord d'en faire une priorité, donc de ne pas choisir de rester ailleurs qu'à ce lieu de rassemblement. Et en venant, de s'entourer au moins des règles de sécurité, ne pas s'encombrer de trop de bagages. Les enfants, c'est vrai qu'ils ont leur mot à dire, puis c'est un événement pour eux. Mais le reste, c'est qu'on contrôle d'abord qu'on se contrôle et qu'on contrôle aussi ses actions envers les autres. Les règles de sécurité sont à observer d'abord dans la circulation et sur le site, qu'on puisse réellement rester dans un cadre spirituel. D'accord. Merci à vous, Monsieur Gabriel Soumaro, directeur de cabinet du chef mondial de l'Église du christianisme céleste. On va dire rendez-vous mardi prochain sur le site donc de Saint-Podier pour le pèlerinage. Vous êtes invité. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation et très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet à présent. Le colloque sur les 20 ans d'existence du Code des personnes et de la famille a pris fin vendredi dernier après 3 jours de travaux. Que peut-on retenir de ces assises? C'est le doyen de la faculté de droit de l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire qui va nous en parler juste après cette courte pause. Dans les magasins et les boutiques, tout n'est pas sain. Et ça, vous le savez, période de fin d'année, moment propice au vice et à la mauvaise foi. Notre descente sur le marché de la consommation dans ce grand rendez-vous. Oui, c'est le moment par excellence de la surenchère, mais c'est aussi la belle période de la vente des produits périmés et de qualité douteuse, car le consommateur tient à s'offrir des moments de fête en famille, malgré la morosité ambiante. Lorsque nous sommes à l'approche des fêtes, c'est de façon générale les constats que nous faisons. Les constats que nous faisons, c'est qu'on veut essayer d'écouler rapidement certains produits. En tout cas, les associations de consommateurs vont tout à l'heure. Non, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème sérieux de santé publique. Cette question de je ne sais quoi, cancer, je ne sais quoi, déjà quand on parle de produits, les conserves, c'est déjà un problème de santé. Il est rare de voir sur 3 personnes une demi prendre un produit et vérifier la date d'opération parce qu'on n'a pas cette culture-là. L'éclairage de notre expert Ambroise Maoutondi. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Adandédian. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir également, puisque à vos côtés, nous avons Herman Metton. Bonsoir, M. Christian Adandédian. Bienvenue. Vous êtes responsable de l'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. On sera avec vous dans un instant. Mais... Les contrôles sur les marchés, c'est très dissuasif en fait. Vous voyez, quand on apprend rapidement ici que la boutique d'à côté a été fermée parce qu'il a pratiqué des prix très élevés ou parce qu'il a vendu des produits à varier, mais immédiatement l'information passe très rapidement. À l'ensemble des associations de défense des droits des consommateurs, mais les citoyens ne vous sentent véritablement pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est comme cela? Non, ce n'est pas le cas. Et ce que vous venez de dire ne date pas d'aujourd'hui. Les associations de consommateurs ne font rien. Est-ce qu'elles existent vraiment? Il y en a de trop. Nous sommes habitués à ça. Le passé, le présent et l'avenir du Code des personnes et de la famille a suscité des réflexions. 20 ans après son entrée en vigueur, Espace choisit un colloque qui a réuni pendant 3 jours à Cotonou d'éminentes personnalités du monde scientifique du Bénin, de l'Afrique et du monde. 3 jours d'intenses travaux faits essentiellement de panels de discussion au thème de ces assises. Quel bilan peut-on faire? C'est l'une des personnalités invitées à ces réflexions qui est avec nous. C'est d'ailleurs le doyen de la faculté
de droit de l'Université de Bouaké en Côte d'Ivoire qui est avec nous sur le plateau du grand format. Professeur Siloé Nanga, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur le plateau du grand format, je le disais, après ces 3 jours donc, de réflexion entre scientifiques. Quelles sont les grandes conclusions donc, auxquelles vous êtes parvenus? Merci beaucoup pour cet honneur qui me permet de parler de cet événement important. Les conclusions, un bilan a été fait, une analyse des différentes législations, en plus du droit béninois de la famille, a été analysée. Des projections ont été initiées. Et je crois que voilà ces 3 grands schémas qu'on peut déjà retenir. Parce que la question qui a été abordée, le droit de la famille, a une histoire. On a vu d'où on est parti, où en sommes-nous et où allons-nous. Et cela a été enrichi avec des éléments de droit comparé. Des gens venus d'ailleurs, de la France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, pour enrichir ces assises. Voilà grosso modo ce que je peux dire. D'accord. L'association béninoise de droit de la famille présidée par le professeur Clotaire Agossou, on va dire, a-t-elle vu juste donc, en organisant ce colloque, alors même que la notion de la famille est à la croisée donc, des chemins avec donc, de nouveaux défis? Oui. C'est l'occasion de remercier le président de l'APDF qui a vraiment vu juste, et vous avez trouvé le mot. D'abord parce que le colloque a porté, quand on regarde nos différentes constitutions, sur la cellule de base de la société. Mais en même temps, le colloque a porté, comme vous l'avez relevé aussi, sur la famille qui est aujourd'hui discutée. Elle est plurielle, elle a une approche africaine, je dirais, qui finalement a été abandonnée par la suite avec le contact avec les Européens, perturbée par cet enrichissement qui est venu d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des reconstructions qui se font jour. Tout à l'heure, même quand je venais, j'ai vu sur un élément d'une télévision européenne où il est possible qu'un enfant de 16 ans, sans l'accord de ses parents, change de sexe. Et tous les soins seront remboursés. Je crois qu'effectivement, en abordant ce sujet dans le cadre de l'association que préside le professeur Agossou, je pense qu'on ne peut pas voir mieux que ça. Et c'est en cela que je réponds vraiment par l'affirmative pour dire que le sujet est pertinent et l'association a vu juste. Et justement, qu'apporte ce colloque donc, à la perception que se font les humains donc, de la notion de la famille avec cette tendance, on va dire, d'occidentalisation donc, de la famille? Tiens, ce qu'apporte ce colloque, je vais le résumer en 2 choses dont a fait cas avant-hier le professeur Diobonou, quand il nous a fait l'honneur de nous rendre visite à l'occasion des panels. Il a dit 2 choses. La première chose, il dit on doit mettre sur la table tous les systèmes. Dans une approche scientifique de ces questions-là, il ne faut rien laisser à côté. Parce que pour être riche, pour faire une règle de droit qui convienne à tout le monde et qui sauve et qui permet d'enrichir la famille, il faut mettre sur la table tous les systèmes. Ensuite, et c'est le deuxième moment qui est aussi important, en choisissant le modèle ou en mélangeant certains systèmes, il faut le faire avec la main tremblante. Je crois qu'il s'est inspiré des Carbonniers pour dire ça. Voilà ce qu'on doit vraiment retenir. Et cette leçon-là, je crois que tous ceux qui sont venus à ce colloque, que ce soit nos amis français, que nous avons côtoyés à l'occasion de ces assises, nos amis camerounais, nos amis maliens, parce que quand je cite ces systèmes-là, vous devez pouvoir à travers ça voir un peu les différences qu'il y a à l'intérieur. Ici, la monogamie, là, la polygamie, et dans d'autres systèmes, on est au niveau du Pax, mais aussi l'élément que je viens de vous donner là, où l'enfant seul à 16 ans, donc mineur par rapport à nos systèmes, peut se permettre d'apporter des changements fondamentaux sur sa personne, qui engage finalement... Sans le consentement de ses parents. Qui engage finalement la famille. Qu'en est-il de la question des minorités sexuelles et de gens qui gagnent de plus en plus de terrain? Et
effectivement, cette question a été abordée. Oui. Et c'est l'occasion de revenir sur la commission des lois de l'Assemblée nationale du Bénin, oui, où j'ai eu la chance de rencontrer le président. Et il nous a expliqué de fond en comble que la question du genre préoccupe le Bénin. Mais sauf que cette question n'a pas été retenue. Ils se sont méfiés de cet élément-là pour s'accrocher, n'est-ce pas, à la personne elle-même. Et je crois que il faut que nos institutions soient suffisamment courageuses en Afrique pour ne pas emprunter les catégories juridiques sans savoir les destins qu'on doit leur accorder. Et effectivement, la question du genre était au cœur de ce colloque et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. D'accord. Alors, doyen de la faculté de droit de l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire, on l'a dit, vous avez joué plusieurs rôles donc importants donc au cours du déroulement de ce colloque. Quelles pistes envisagez-vous pour la famille en Afrique de l'Ouest, précisément donc au Bénin? Oui, effectivement, j'ai été invité d'abord à faire une communication. Oui. Et j'ai été aussi invité à m'enrichir de ces travaux. Qu'est-ce que je peux dire? J'avais choisi de parler de l'activité au foyer. C'est un élément qui me semble-t-il être important pour deux raisons. Vous allez voir que ce vocable dont le Bénin, je ne tarde pas, je ne cesse de le dire, dont le Bénin est le premier législateur dans notre sous-région à consacrer ce vocable, c'est une notion importante parce qu'elle a une histoire. Et elle a permis finalement de voir un peu qu'on est parti de l'activité au foyer de la femme à l'activité au foyer du conjoint, qui implique désormais l'homme. C'est une avancée. Et je pense que cela m'a permis de me confronter à une réalité à l'occasion de ces éléments et de me rendre compte que tout le monde n'est pas prêt à la conception que nous avons de cette notion-là, mais à raison peut-être, oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au moins le débat a été engagé et qui permet de poursuivre les réflexions pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on pourra approfondir les réflexions à ce niveau-là. Alors, peut-on faire une petite comparaison entre la famille béninoise et celle ivoirienne, notamment en ce qui concerne les tests qui les organisent? Oui. Bien, en termes de comparaison, il faut dire que au sortir des indépendances, la Côte d'Ivoire était en avance sur le Bénin. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, dès 1964, s'est inspirée en profondeur du droit français. Pour donner un exemple, dès 1964, la monogamie a été consacrée en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas du Bénin. Mais très rapidement, le Bénin est allé vite. Et surtout à partir de 2002-2004, où le Bénin a adopté la loi qui a fait l'objet de discussions. Et en ce moment-là, le Bénin a consacré un certain nombre de mécanismes juridiques qui sont très importants. Et l'apogée a été relevé avec surtout la décision du Conseil de la Cour constitutionnelle du Bénin, oui, où le juge constitutionnel du Bénin a marqué un point important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous voulez aller dans la polygamie, c'est-à-dire la possibilité offerte à un homme d'avoir plusieurs épouses, la logique voudrait aussi que vous acceptiez qu'une femme ait plusieurs hommes. Oui, bien sûr. Et je pense que ça a été un point important. Et le dernier point important qu'il faut relever en termes de comparaison, oui, entre le droit ivoirien et le droit béninois, c'est la notion d'activité au foyer. Le Bénin est le premier pays dans la sous-région à avoir évolué et à avoir eu cette approche neutre de l'activité au foyer, dont nous sommes tous convaincus aujourd'hui. C'est une activité qui est, n'est-ce pas, une affaire de femmes. Et après le Bénin, on a vu le législateur togolais, et récemment, la Côte d'Ivoire, depuis le 26 juin 2024, n'est-ce pas, a consacré cette notion d'activité au foyer. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, le Bénin demeure être le pionnier, en tout cas en ce qui me concerne, sur ce sujet important. Quels sont, on va dire, vos points de satisfaction, donc de déroulement de ce colloque, quant à surtout la qualité des participants? Bien, le point de satisfaction, c'est que c'était un colloque international. Oui. Vous voyez, il est difficile d'organiser un colloque
international où on invite, n'est-ce pas, des sachants d'origines diverses. Et souvent, on se contente de sachants au plan interne. La première satisfaction, c'est qu'il y a eu des communicants de haut niveau qui sont venus de partout, tel que je viens de l'indiquer. Ça, c'était le premier élément. Et deuxième élément, j'ai constaté l'ouverture d'esprit des uns et des autres. Chacun en venant ici à ces assises, il n'était pas question de s'accrocher sur sa position. Vous voyez tous les pays qui étaient là, le cas de la France, où ils sont, je ne parlerai pas d'évolution, mais je parlerai de multiplication, de la conception de la famille. Vous voyez le cas de la France, et vous allez voir le cas du Mali, où on a encore la polygamie, le cas de la Côte d'Ivoire, où on a la monogamie comme le Bénin, mais on n'est pas suffisamment avancé comme le Bénin. Je crois que les leçons qu'on doit pouvoir tirer, c'est-à-dire qu'en retournant dans nos pays respectifs, il faut aborder le sujet à bras le corps. Il faut se demander qu'est-ce que nous voulons pour la famille. Mais ce que nous voulons pour la famille, ça sera la description de l'objectif. C'est en fonction de l'objectif que la règle doit être adoptée. Est-ce que nous voulons une femme inférieure ou qui souffre dans la famille à côté de l'homme? Est-ce que nous voulons nous précipiter vers des règles qui vont nous faire plaisir, mais qui vont faire table rase de toutes les règles traditionnelles qui ont eu caractérisé nos sociétés? À quel rythme devons-nous partir? Je crois que ce sont ces questions fondamentales que ce colloque nous permet de poser toutes les fois que chacun de nous retournera dans son système, dans son pays. Et ça, vraiment... D'accord, des points d'insatisfaction, peut-être. Oui, le point d'insatisfaction, c'est finalement, ce sera de notre côté. Parce que moi, j'ai été vraiment comblé à plusieurs niveaux. Parce que j'ai vu ici, pour la première fois, c'est pas souvent comme ça chez moi en Côte d'Ivoire, où tout le monde était présent. L'Assemblée nationale, les institutions, la Cour suprême, les différentes corporations, les notaires. Chez moi, ça n'existe pas souvent comme ça. Donc le seul point d'insatisfaction sera à mon niveau, où je tire les leçons, où je dois pouvoir implémenter ce que j'ai vu au Bénin pour faire avancer. Et justement, en associant les députés à ces réflexions, qu'espérez-vous de... Vous voyez, quand on a associé les députés, j'ai vu le président de la commission des lois. Vous savez, souvent, nous les chercheurs qui sommes dehors et qui critiquons et le législateur et le juge, souvent, on ne maîtrise pas toutes les subtilités de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai vu le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale nous expliquer qu'il y a effectivement des débats. Et c'est enrichissant pour nous. Et ce qui fait que souvent, quand on voit certains auteurs, je veux dire des chercheurs, des théoriciens, je pense que nous avons besoin, n'est-ce pas, de ce regard croisé, de ce dialogue permanent entre le théoricien, les universitaires et finalement ceux qui font les lois, le législateur et le juge. Il faut forcément ces regards croisés sur ces questions fondamentales, surtout celles de la famille. Même si chacun défend sa position. Oui. Au vu des discussions pendant ces 3 jours de travaux, est-ce que vous pensez qu'il est indispensable de réviser le code des personnes de la famille au Bénin? Oui. Surtout en ce qui concerne le propos que j'ai tenu, je pense qu'au regard des assises, il me semble qu'il soit nécessaire de le faire au Bénin comme en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que je ne parlerai pas de tout le monde, mais de ce que j'ai pu dire sur l'activité au foyer, je pense qu'on doit aller plus loin en accordant une valeur économique à la notion d'activité au foyer. Parce que tant que l'activité au foyer sera une activité sans valeur économique, avec un regard condescendant de la société, comme étant des activités qui doivent être réservées à la personne et surtout à la femme qui reste à la maison, on ne s'en sort pas. Il faut aller plus loin pour dire que cette activité doit avoir une valeur économique. Moi, j'appelle ça sortir cette catégorie juridique de la classification du non-droit pour l'insérer dans la catégorie des emplois.
des emplois où on va accorder à cette notion un véritable statut, de sorte que ceux qui exerceront cette activité au foyer seront plus des ayants droit, mais seront des personnes qui ont des droits propres, pas du fait de leur conjoint. Et cela permettra vraiment d'avancer, ce qui va permettre à des hommes, n'est-ce pas, d'exercer cette activité sans gêne. Sans gêne. Voilà un peu. Le Bénin, en organisant ce colloque, peut-il inspirer la Côte d'Ivoire? Peut-il inspirer la Côte d'Ivoire? Bien entendu, le Bénin, comme je vous ai dit, a inspiré la Côte d'Ivoire sur ce point. Déjà, oui. Et je souhaite que le Bénin nous accompagne à ce niveau. Et ce propos que j'ai tenu, qui n'a pas été forcément partagé dans les lieux où je l'ai défendu, je pense que le Bénin, j'ai eu l'occasion, la chance d'échanger avec les notaires, et surtout la vice-présidente des notaires, avec les associations de femmes, des avocates. Le plus important pour moi était d'avoir l'occasion de discuter de ces sujets vraiment importants. Et comment envisagez-vous la situation donc, de la famille au Bénin les mois, années à venir? Je pense que le Bénin va encore nous surprendre favorablement. Parce que en acceptant ce type de débat, je ne crois pas que le Bénin reste les mains croisées après ce type d'assises. Surtout que les personnes essentielles, les institutions essentielles étaient présentes. J'ai fait allusion à la Cour suprême, j'ai fait allusion à l'Assemblée nationale et aux différentes corporations, notamment les notaires, les commissaires de justice, etc. D'accord. Votre mot de fin sur le déroulement donc, de ce colloque? Mon mot de fin sera un mot de remerciement. Oui. Un mot de remerciement à 3 niveaux. Oui. Le premier niveau sera de remercier le président de l'ABDF, le professeur Agossou, qui a été vraiment inspiré, et très bien inspiré. Pas seulement en ayant l'initiative de l'événement, mais en associant les personnes qu'il fallait, n'est-ce pas, pour discuter de ce sujet-là. Le deuxième mot de remerciement s'adresse finalement aux institutions que j'ai pu côtoyer à l'occasion de ces 3 jours, que je ne vois pas souvent chez moi. Et je vais peut-être m'aventurer à les nommer. J'ai fait allusion à la Cour suprême. J'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants. J'ai fait allusion à la Chambre des notaires. Et ça, c'est vraiment important. La Chambre des notaires, je vous ai dit, j'ai eu l'occasion d'animer un panel où j'ai tenu mon propos. Et la vice-présidente était présente, où il y a eu un débat très enrichissant. Je la félicite. Je remercie également les femmes avocates. J'ai vu Maître Bédou. On parle au Bénin du code Bédou. Je crois que c'est pas rien. C'est un symbole important. Et je tenais à le remercier. Je fais allusion aussi, je remercie très sincèrement le cabinet d'avocats Aounou et Chadaré. Parce que voir que des professionnels de ce niveau-là s'impliquent à fond dans la famille, il faut saluer l'initiative et l'encourager. Le ministère des Affaires sociales qui a finalement ouvert et clôturé ses assises. J'ai pu discuter à l'occasion du dîner avec le premier responsable. Je pense qu'ils doivent être salués. Et bien entendu, l'Assemblée nationale à travers sa commission des lois, la commission de l'éducation, l'université de Parakou. J'ai eu l'occasion de rencontrer encore le doyen de droit, le professeur, mon ami Adamou Mokhtar, et encore dans ces discussions très enrichissantes. Et c'était un plaisir. Et je vais finir, d'abord avant de finir, SOS. SOS, je crois, c'est village d'enfants. Effectivement, je pense que cette institution doit être saluée. Elle doit être saluée. J'ai vu le président, son cri de cœur et l'accompagnement qu'il a accordé à l'association béninoise de la famille. Je vais finir par là en remerciant très sincèrement le professeur Bagdi. Vous savez, le professeur Bagdi, comme je le disais à l'occasion du dîner qu'on nous a réservé à la fin, j'ai l'impression parfois que les Béninois ne voient pas l'importance du professeur Bagdi, que je crois être un Ivoirien, qui m'associe à tous ces événements et qui associe les chercheurs ivoiriens qu'il forme et qu'il a formés à ce type d'événements et qui continue de nous expliquer qu'est-ce que la famille. Et je pense que ce monsieur-là doit être remercié et que Dieu lui donne une longue vie pour continuer de nous accompagner et nous inspirer, non seulement au Bénin, en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, en France, en Allemagne, où, n'est-ce pas,
le professeur Baguedi continue d'accompagner les jeunes chercheurs. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci à vous, professeur Siloé Nanga, doyen de la faculté de droit de l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci surtout pour votre brillante participation aux travaux de ce colloque organisé par l'association béninoise de droit de la famille, présidée par le professeur Clotaire Agossou. Bon retour à vous en Côte d'Ivoire et par anticipation, je vous dis bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bien de choses à tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbon Kayi Asiongbon. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale. Celui qui assure l'exercice ce dimanche a pour nom Nazer Vico. C'est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. On va l'installer avec la revue hebdo. De la Marina à la séance de presse hebdomadaire. La nation s'interrogeait sur le rôle pour les ministres conseillers nouvellement nommés. La question, au-delà du décret de nomination, a pris tout son sens à la rencontre que le chef de l'État a eue avec ces derniers. Le jeudi 19 décembre au palais de la Marina, la séance s'est étendue ensuite à l'ensemble du gouvernement, preuve de l'importance de ces nouveaux collaborateurs du chef de l'État pour plus d'efficacité de l'action gouvernementale. Cette rencontre signe en quelque sorte la mise en starting block des ministres conseillers et une synchronisation de leurs actions avec celles de leurs homologues du gouvernement. Fraternité ajoutait que cette rencontre a été l'occasion d'échanges stratégiques entre le chef de l'État, les ministres conseillers et les membres du gouvernement pour poser les bases d'une gouvernance efficace et concrétiser les ambitions du programme d'action du gouvernement. La séance a d'abord permis au président Patrice Talon de tenir un entretien restreint avec ses hôtes avant de les recevoir avec l'ensemble du gouvernement. Lors de cet entretien, le chef de l'État a précisé les contours de leur mission et les attentes en matière de mise en œuvre des politiques publiques. Cette discussion a permis de renforcer leurs implications et de poser les fondations d'une collaboration efficace. Dans la suite, le matinal rapportait que le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, a reçu le titre de meilleur ministre des finances d'Afrique. Il figure dans le classement 2024 des meilleurs ministres des finances d'Afrique établi par Financial Afrique. Cette distinction est une belle performance aussi bien pour le récipiendaire que pour le Bénin. Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin, a mené plusieurs actions tout au long de l'année 2024 pour maintenir l'économie béninoise en stabilité. C'est à juste titre qu'il a été couronné comme meilleur ministre des Finances d'Afrique, selon le classement 2024 établi par Financial Afrique. Le chronomètre s'est intéressé à la tournée d'appréciation des actions entreprises par le gouvernement dans le secteur agricole avec une rencontre importante qui s'est tenue à Porto Novo le lundi 16 décembre 2024. Cette rencontre a réuni, selon le journal, des représentants du bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin ainsi que des responsables de l'Agence territoriale du développement agricole de l'Ouémé. L'objectif principal était de permettre aux producteurs agricoles d'exprimer non seulement leur satisfaction mais aussi leurs préoccupations. Ce processus de dialogue direct sans intermédiaire a permis de faire le point sur les actions menées et de formuler des attentes pour les années à venir. Dans sa parution du mardi, le Pays Émergent révélait le coup de filet de la douane béninoise. Les éléments du colonel Marcelin Lavourou ont arrêté à Sémécraqué un trafiquant de devises étrangères. L'individu en provenance de Lagos a été arrêté par les éléments du bureau de surveillance du territoire douanier, une structure dirigée par le colonel des douanes Marcelin Lavourou. Selon les indiscrétions, l'individu a été arrêté alors qu'il tentait d'échapper au contrôle. Fraternité ajoutait que le colonel Lavourou a précisé que l'individu, pensant tromper la vigilance des services douaniers, avait abandonné son véhicule personnel et pris un taxi, croyant qu'il ne serait plus reconnu. Cependant, grâce à l'évolution de la stratégie de lutte contre la fraude, le grand banditisme et les crimes économiques, la douane a pu l'intercepter et,
après une palpation, a découvert une quantité impressionnante de devises en euros. Et puis, l'hebdomadaire Vous dit tout se faisait le défenseur des consommateurs pour alerter qu'il reste encore quelques jours et l'année 2024 sera conjuguée au passé. Cette période est l'occasion pour les populations de s'adonner à des dépenses folles, voire incontrôlées, sans oublier l'exposition au risque d'achat et de consommation de produits contrefaits et ou avariés. Conséquence, le mois de janvier paraît le plus long de l'année avec ses corollaires d'indigestion et de maladies liées à la mauvaise gestion de la période des fêtes de fin d'année. Dans le micro-trottoir réalisé, des Béninois approchés n'ont pas hésité à parler de leurs expériences. Mieux, ils ont pour la plupart donné des conseils aux fins de ne plus tomber dans ces écueils. Et déjà annoncé le matinal, les équipes de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou à Libori ont saisi plus de 450 000 unités de 28 différents types d'alcool en sachets plastiques au terme de plusieurs opérations. Les différents produits ont été présentés à la presse le mardi 17 décembre 2024 par le directeur. Matin Libre soulignait que les travaux du 66e sommet de la CEDEAO se sont déroulés le dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria. Face aux journalistes, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a évoqué les grandes conclusions. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prend acte de la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la CEDEAO. Selon le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, cette décision est l'un des principaux points examinés par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation Abuja lors du 66e sommet. À en croire l'autorité ministérielle, la conférence a pris acte de la décision de ces trois pays de se retirer de l'organisation sous-régionale, mais reste ouverte aux discussions durant une période de 6 mois. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Instant décryptage de l'actualité nationale sur le grand format avec notre invité média qui vient de prendre place ici. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et salut à tous les amis de Canal 3, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci d'être avec nous. On va commencer le tour d'horizon de l'actualité nationale avec le discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État Patrice Talon a sacrifié à la tradition vendredi dernier devant la représentation nationale. Alors pour vous globalement, quel est l'état de santé de la nation? Bon, mon cher Idriss, vous êtes dans le pays et vous savez comme moi ce qui se passe. Il ne me revient pas de commencer à ressasser ce qui se passe dans le pays. Et vous êtes dans la populace, vous vivez, vous entendez ce qui se passe. Le peuple, la population continue de crier, de dire que nous avons faim. La pauvre dame continue de dire que son panier est pauvre. Arrivé au marché qu'elle ne vend pas. La pauvre dame continue de dire qu'elle n'a pas l'électricité, qu'elle n'a pas l'eau. La pauvre dame continue de dire que tous nous avons faim. On nous a dit de serrer les ceintures. De jusque-là, on ne trouve pas ce que nous a promis le chef de l'État. Vendredi dernier, vraiment, moi, j'étais un peu surpris de constater que le chef de l'État, le président Patrice Talon, le père de la nation, il a fait un discours beau, il a fait un discours pour faire son bilan, un discours pour parler de ses réalisations, mais il a le côté pauvreté, ce que vit la population, le chômage des jeunes, la situation des déflatés, la situation des gens qui souffrent au port, la situation des AME, la situation de la presse béninoise, la situation des gens qui ne mangent pas à leur faim. La semaine dernière, j'étais au village chez moi.
les gens, mes parents se plaignent du fait que la seconde saison n'a pas prospéré. Il a la famine parce qu'il n'a pas eu plus et la saison n'a pas été bonne. On se plaint. Qu'est-ce que le gouvernement actuel, le régime Talon a promis pour entendre, pour satisfaire aux besoins de la province de ça y est. Bon. Est-ce qu'en présentant la situation comme ça, vous ne donnez pas raison au chef de l'État qui pense que nous nous enfermons dans le déni donc, de nos propres progrès, donc pour ne pas voir nos réalisations, alors que le Bénin est envié donc par l'extérieur? Bon, le Bénin est envié par rapport à quoi? Je ne vois pas. Il est vrai, le développement d'un pays passe par les routes, les infrastructures. Je me rappelle bien sûr sous le régime défunt, il y a eu tout le temps avait tenté à chaque fois à parler des routes, à lancer des chantiers. Et on avait même critiqué ce même régime pour dire on ne mange pas la route. Mais la route fait manger, le chef de l'État Patrick Talon a répondu. La route fait manger, il faut avoir les moyens pour acheter le véhicule pour circuler sur la route. Il faut avoir les moyens pour avoir le vélo, les motos pour circuler sur la route. Si vous n'avez pas bien mangé, est-ce que vous n'avez pas les moyens pour acheter la moto, bien le véhicule, est-ce que vous allez rouler sur ces routes-là? L'asphaltage dont on nous parle, on parle de développement de la route. Est-ce que le régime en face nous est arrivé à dire un jour tel nombre de kilomètres, on nous parle de asphaltage, bitument des voies, ainsi de suite, 3 km. Les kilométrages, il faut qu'il nous arrive à nous dire combien coûte un kilométrage de route, parce qu'au-dessous, on a eu à avoir les chiffres. On a eu le temps de critiquer, c'est les mêmes référés qui sont autour de lui aujourd'hui, qui par le passé critiquaient le régime défunt pour dire on n'a pas la qualité des routes. Et tel kilométrage nous coûte tel cher. Aujourd'hui, on a les routes. On a le projet Alpha-Taille pour bitumer les villes. Mais ça nous revient cher. J'ai lu un dernier rapport. Aujourd'hui, Cotonou est la ville la plus propre donc, de l'Afrique de l'Ouest. 6e donc, de l'Afrique tout entière. C'est une avancée donc, qu'on doit quand même apprécier. Et quel est l'institut qui a fait les sondages pour nous dire aujourd'hui que Cotonou est la ville la plus propre? Jeune Afrique ou bien Jeune Afrique ou bien Finance pour dire. Mon cher, c'est comme si vous, Canal 3, vous avez votre ONG, vous avez les moyens, vous donnez les moyens, vous faites votre sondage pour dire que, bon, vous pouvez dire même que Lomé c'est la ville la plus propre. Est-ce que Jeune Afrique est spécialiste dans la propreté de l'environnement? Moi, je suis allé chercher. Quand j'ai lu, le chef de l'État a passé son discours, j'ai lu, je suis allé chercher. On dit les 10 villes les plus propres en Afrique, les plus attrayantes, il y a Kigali, Cap-Vert et le Cap en Afrique du Sud, la Tunis, Port-Louis, Johannesburg, Gaborone, Windhoek, Nairobi, Koumassi, Dar es Salaam. Au moment, je vois dans d'autres pays, je vois la Côte d'Ivoire. Mais sur quels critères? Il est vrai, on est arrivé on a innové avec le projet SGS, GDS, quoi. Le projet des déchets, c'est comment vous traitez les déchets dans votre ville. Est-ce que vous avez le temps de circuler? Vous avez le temps de circuler? Circuler un peu à Kendonou. Non. Circuler un peu à Kendonou. Mais où on est là. Cotonou, c'est 1er, 2e, 13e arrondissement, je crois. Circulez un peu vers Avotrou, vous allez voir les déchets, vous allez voir l'environnement qui vous repue. Une ville propre, attrayante. Est-ce que vous avez le temps de circuler souvent quand la nuit tombe sur Cotonou? Circulez un peu, nous sommes dans le noir. L'éclairage public n'y est pas. Je me demande sur quel critère. On a dit ville la plus propre, mais on n'a pas. Non, tout ça n'est pas propre. Moi, mon quartier n'est pas propre. Je vois des tas d'ordures, ainsi de suite, c'est vrai. Il a beaucoup de critères qui concourent. Il a la gestion des déchets solides, l'environnement, et le recyclage des plastiques. Il a tout. L'Institut qui a réalisé le sondage Jeune Afrique,
Ils ne sont pas fiables. Sur le plan éducatif, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas fier de voir l'école béninoise fonctionner normalement, plus de grèves, donc comme par le passé? Aujourd'hui, les gens préfèrent les écoles même publiques que les écoles privées à cause donc des efforts qui sont fournis, la formation des enseignants. Ce sont quand même des éléments sur lesquels on doit remercier, on doit reconnaître les efforts du gouvernement, non? C'est vrai, il a réussi à museler les syndicats qui ne peuvent plus protester, manifester. À quoi nous servaient les grèves des syndicats? Aujourd'hui, il faut revoir la qualité de l'éducation qu'on donne aux enfants. Moi, je vois des étudiants qui poursuivent pour faire des stages dans notre organe de presse, comme chez vous aussi, mais des étudiants qui ne peuvent pas allier deux phrases. C'est la faute à qui? Aux éducateurs. Il n'a pas la qualité. Au moment, dans les années antérieures, où il avait les grèves, le pourcentage au niveau des BPC, au niveau des bases, c'était difficile, peut-être de 30%, 20%, mais il avait la qualité. On dit vrai, c'est vrai, il n'a plus les grèves, tout ça là. Quelle est la qualité de l'enseignant qu'on donne à nos enfants aujourd'hui? Le problème demeure. Quand on prend la cantine scolaire, c'est quand même des efforts qui sont fournis par le gouvernement pour donner à manger donc, aux enfants et favoriser leur rétention à l'école. C'est des efforts, mais on a eu ça par exemple. Moi, quand j'allais à l'école, au collège, on avait les cantines scolaires et bien structurées. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est il faut voir la qualité de ce qu'on donne aux enfants. Vous mangez le riz avec quoi? Vous avez le riz, la sauce trop dure. Des enfants qui prennent, des fois ils sont malades. Vous en avez connu. Moi j'ai connu. Est-ce que votre journal, puisque vous êtes journaliste, est-ce que votre journal. Nous sommes en train de faire un dossier sur ça et sur lequel nous allons revenir très probablement parce que le problème ce n'est pas le chef de l'État lui-même. Il a ceux qui l'entourent. Le ministre de l'Éducation, les acteurs de l'éducation, les conseillers. Quel est le rendu qu'ils font au chef de l'État? Il a tout ça parce que le chef de l'État il est au-dessus de la mêlée. C'est le président de la République, il ne peut pas tout surveiller. C'est pourquoi il a mis à ses côtés des ministres, des conseillers, des directeurs de département, mais qui ne font pas le travail qu'il faut. Parce que au-delà de tout ce qu'on leur reproche, il a le miam-miam, c'est-à-dire on veut profiter, on veut s'emplir les poches. Il veut rester là et profiter, s'engraisser. Et au même moment, nos enfants souffrent. C'est une bonne initiative, les cantines scolaires, ça règle un peu le problème au niveau des parents parce que c'est un soulagement, mais il a la qualité. Il faut que le chef de l'État lui-même, de temps en temps, descende sur le terrain, écrit et entende ce que dit la population pour chercher à régler un peu le problème. S'il laisse ses collaborateurs, il va beau investir, mais il n'aura pas le résultat. Et chaque fois, c'est lui, à lui on va jeter les pieds. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Avec le régime, nous avons fini avec ce passé honteux. Donc, selon les propos du chef de l'État, le passé honteux donc, du Bénin, le Bénin est dans une nouvelle dynamique en ce moment. Vers la fin, le chef d'État a prononcé ces phrases. Je n'ai pas compris. Il nous parle de quel passé honteux. Je n'ai pas compris. Ça veut dire que ceux qui ont dirigé le pays avant lui n'ont rien fait. Ou bien ceux qui ont dirigé le pays avant lui ont plongé le pays dans une situation qui est dramatique ou bien honteuse. Les mêmes qui ont dirigé sous Yahi, les mêmes qui ont dirigé sous Sogo, si on prend la plupart de ces collaborateurs, ils se retrouvent là. Je ne veux pas m'aventurer assez autant dans ça, mais quand je prends par exemple le ministre de l'Intérieur, Alassane, il a dirigé sous Yahi, il était ministre sous Yahi, à moins que mes souvenirs ne sont pas bons. Quand vous prenez Ouro, Ouro, celui qui cherchait à décrire le conseil des ministres, il a dirigé sous Yahi, ou bien c'est moi qui mens. Si vous prenez des députés à Képatonné, qui crient aujourd'hui, ils ont dirigé sous Yahi. Si vous prenez Benoît Dagla, vous vous rappelez le même Benoît Dagla qui avait critiqué le même Talon pour dire, quand il s'est agi de révision de la Constitution, Talon avait dit en son temps que Yahi m'a dit de l'aider à avoir la majorité. Degla avait dit que c'est faux, parce que Yahi ne voulait pas que l'économie béninoise soit concentrée dans la main d'un seul individu, le PVI, Bénin Control, et c'est ça qui était à l'origine de la discorde que les deux amis d'hier se sont brouillés. Qu'est-ce que vous parlez de passé honteux? C'est les mêmes, les Badamassi, qui sont là aujourd'hui. Ils ont fait sous Yahi.
Et c'est eux les turiféraires qui criaient. On ne parle de quel passé. Ce que moi j'aurais souhaité pour le chef de l'État dans son discours, c'est bien, il a fait le bilan. C'est vrai, le Bénin a retrouvé un chemin. Nous sommes sur la voie de développement, mais qu'il prononce un discours conciliateur, un discours qui tend la main à l'opposition. L'opposition réclame quelque chose, dit audit du fichier électoral. L'opposition dit on veut si. C'est vrai, ils n'ont pas été majoritaires. On a voté le code électoral qui les met en difficulté. Mais au moment où ces députés étant minoritaires, ils disent nous n'avons pas la majorité de faire passer ce que nous voulons. Les aspirations du peuple, c'est voter, mais nous sommes en train de faire un plaidoyer au niveau du chef de l'État. C'est lui l'autorité suprême. C'est lui qui peut décider pour dire mais écoutez, il a sa stratégie pour la recevoir. Il y a le cadre donc de concertation. Oui, l'opposition qui dit, le même notre président qui dit il est favorable, il est prêt à les accompagner. Au moment quand on émire ici les rencontres, ces partis satellites, quand ils rencontrent le cadre de concertation, d'office disent qu'ils ne sont pas pour l'audit du fichier. Ça veut dire qu'il a un problème. J'aurais souhaité que le chef de l'État soit pour tout le monde, mais pas pour une partie. Parce que non, on dit qu'il n'y aura pas de râlement, de supplication, de compromis. Par rapport à quoi? Ouais. Il faut que le chef de l'État soit ouvert à tout le monde. C'est vrai, il y a des gens qui le soutiennent au même moment qu'ils l'écoutent. L'opposition dit que le peuple a faim. Et si vous écoutez un député de l'opposition qui dit que lui il est déçu parce qu'on lui dit qu'on est venu de très loin, mais qu'on nous empêche, qu'on nous a interdit de continuer à réclamer que nous avons fait. Mon cher Idriss, est-ce que vous qui êtes là, dites-moi si vraiment vous êtes heureux aujourd'hui à Canal 3? Non. Bien sûr que oui. Ah bon? Bien sûr que bon, oui. Moi, je suis très heureux. On va parler maintenant des ministres conseillers. C'est une équipe de 12 personnes donc nommées par le chef de l'État pour l'accompagner donc dans ces actions. Globalement, comment appréciez-vous ces personnalités bien connues donc du paysage politique béninois? C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est encore une autre insulte à l'intelligence béninoise. Ministre conseiller, j'aurais souhaité que peut-être certains ministres qui sont là, qui ne répondent pas aux attentes, qui n'ont pas bien accompli leur mission, qu'ils fassent un petit remaniement, puis un remaniement technique. Ministre conseiller, peut-être c'est un gouvernement bis, 12 personnes. Et quand vous voyez ce qu'on a nommé, on prend pêle-mêle. Ce sont les acteurs politiques qui... Acteurs politiques en quoi? Khatib Badamassi, il est ministre conseiller à la défense, à la culture, il est de la sécurité, il est policier, il est militaire. Il est gendarme. Mais ce n'est pas faux. Non, il est de développement. C'est comme vous nommez quelqu'un de la communication à la présidence, bien ministre à la communication. Il faut qu'il soit de développement, maîtriser un peu. L'actuel ministre de la Défense n'est pas ministre. Mais à preuve, je ne veux pas m'aventurer à dire quelque chose, mais à preuve. Le ministre de l'Intérieur n'est pas politique. Oui, mais à preuve, il a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Dans ce domaine, il a beaucoup de choses. Je crois que au-delà de cette nomination politique qu'il faut parler, ce sont les caisses de l'État qui vont saillir encore parce que nous sommes à un an de la fin du régime, on nomme 12 ministres conseillers et il aura les incidents financiers, il aura les primes, il aura les conditions logistiques, les véhicules, tout ça là. Est-ce que l'argent ne peut pas servir à faire autre chose? Au même moment, dans certaines localités, on n'a pas l'eau. Dans certaines localités, si vous prenez chez moi dans le département du Mouro, précisément dans la commune de Kyogbe, vous arrivez à Kyogbe, on n'a pas l'éclairage public, on n'a pas l'électricité. À Bopa, tout va se faire progressivement. Est-ce que c'est on ne peut rien faire. On a tout le temps dit qu'on a fini avec le délestage. Hein. Quand ils sont arrivés au début, ils ont dit qu'on a fait le délestage, on a crié, on a fait mariage avec l'électricité. Mais aujourd'hui, tous les jours, on constate qu'il y a délestage. D'accord, on va parler sport rapidement avec vous, Nazer Vikou. La CAN Maroc 2025, le tirage au sort aura lieu le 27 janvier prochain. Mais déjà, on connaît le chapeau dans lequel se retrouve le Bénin, c'est le chapeau 3. Évidemment, est-ce qu'on est exposé? Est-ce que le Bénin a la chance ou la malchance de tomber sur les gros morceaux, comme on le dit? Bon,
les chapeaux, les différents chapeaux qu'on arrive à construire avant le tirage au sort sont basés sur le classement FIFA de chaque mois. Actuellement, le Bénin est dans le statu quo. Le Bénin a un peu régressé. On est actuellement... Non, on n'est pas dans le top africain. On a fait du supplément. Oui, on a fait du supplément sur le temps. On a régressé deux places. Et c'est ça qui a valu notre position au niveau du chapeau 3. Et je crois que quand vous retrouvez le chapeau 1, il n'y a que les meilleurs. Vous allez voir le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria. Bon, nous, ce qui est sûr, on va tirer un gros morceau. On va tirer 2 gros morceaux pour le tirage. Nous sommes dans le chapeau 3. Nous allons nous retrouver avec 2 gros morceaux. Il n'y a rien à faire. Maintenant, on est qualifié oui. Parce qu'après 2019, ça fait 2 quarts de saut, on a raté. Heureusement, on s'est retrouvé pour Maroc quart de finaliste. On se qualifie maintenant. Le chef de l'État l'a martelé pour dire que bon, cette fois-ci, ça serait la bonne. Ils ont fait preuve de résilience. Mais il faut mettre les moyens pour que parce que nous avons une équipe actuellement qui est finissante. Nous avons des jeunes qui sont lancés, qui sont incorporés, mais qui n'ont pas encore l'expérience des grandes nations. Nous avons des problèmes de joueurs au niveau de certains compartiments, au niveau de la défense, au niveau du milieu du terrain, au niveau de l'attaque. Il faut qu'on mette le temps là à profit. La période de janvier jusqu'à l'édition même, parce que c'est jusqu'en décembre. Oui. Il faut qu'on aille à la recherche de découvrir des joueurs, on aille chercher des joueurs qui peuvent faire l'affaire. Parce que le fatigue qu'on a là, si c'est avec cette fatigue, je crois que nous allons à la CAN, nous avons fini 4 finalistes en 2019. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller plus loin maintenant. Il ne faut pas qu'on a été 4 finalistes, on va se faire éliminer dès les premiers, tout ça veut dire qu'on a échoué. On a échoué, donc il faut notre objectif c'est d'aller en demi-finale et de viser le trophée. Si c'est pour aller encore se faire éliminer en poule ou bien dès les premiers, je crois que notre participation n'aura servi à rien, autant laisser ceux qui méritent aller. Donc je crois qu'on doit commencer à faire le travail. Faire des regroupements, aller faire détecter aller faire des matchs amicaux en Europe pour chercher des joueurs et profiter des journées FIFA. C'est vrai, en mars, on a encore les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont pour tester encore de jeux. Je crois que l'entraîneur doit déjà penser à ça et qu'on commence vite le travail. Il ne faut pas qu'on donne un mot très rapidement sur le championnat national. Est-ce que tout va pour le mieux en ce moment? Bon, il y a une question de moyens. Oui, l'essentiel est que le championnat a souvent repris de façon régulière, mais l'intersaison, quand on finit le championnat, il y a la période qui dure. Les joueurs restent à la maison pendant 2-3 mois avant qu'on ne reprenne parce que l'éternel problème de moyens, peut-être c'est des clubs qui n'ont pas les moyens et c'est même club parce que vous voyez des individus qui s'improvisent président de clubs qui n'ont pas les moyens, ils attendent souvent la subvention de l'État et quand la subvention vient, vous voyez ces présidents de clubs là, et c'est quand la subvention vient là, ils bombent le torse, tu vas aller les voir, c'est en ce moment ils vont s'acheter les véhicules, c'est en ce moment ils vont ils vont doter leurs femmes, ils vont construire les maisons, alors que les joueurs, les entraîneurs qui sont recrutés ont les problèmes. Il y a des clubs donc je tais les noms. Mais il y a des sociétés sportives qui s'en sortent. Oui, c'est déjà une fois que le gouvernement est arrivé à faire pour dire on va procéder à la création des sociétés sportives. Quand même un problème de fiscalité également. Oui, là, quand vous prenez l'auto, Aspac, Coton, Sobima, le problème est réglé. Mais il y a certains clubs, vous voyez, des joueurs qui sont sans salaire depuis 3 mois, des entraîneurs qui sont obligés de bouder pour déserter le forum. Parce qu'ils vont te dire, on attend la subvention. Est-ce que vous êtes là pour attendre la subvention? Ce que l'État vous donne, c'est un appoint, c'est un appui. Il faut que le chef de l'État revoie un peu la méthode. Parce que l'argent qu'on envoie là, ça ne va pas directement aux ayants droit. Il y a un problème qui se pose. C'est aussi au niveau des fédérations. Les fédérations sportives dont dispose le Bénin, c'est la même chose. On fait soulever les athlètes, les présidents, c'est eux qui s'emplissent les poches. Il y a un problème qui se pose. Et il faut que désormais, le ministre de tutelle, le ministre des sports qui est là, pense à ça, fasse des audits. Parce que le problème du sport, le chef de l'État, c'est bien. Sous ces régions, on a beaucoup mis les moyens, mais ça ne décolle pas. Le sport béninois, ce n'est pas encore ça. D'accord. Mon cher Idriss. D'accord.
Nazer Vikou, journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci pour ce regard sur l'actualité. Merci également de nous avoir accompagnés tout au long donc, de cette année. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite par anticipation une bonne année. En tout cas, c'est 2025 nous ouvre une nouvelle page et que on a réussi à serrer les ceintures pendant 8 ans. Là, la 9e, mais là, vous n'avez pas porté de ceinture. Bon, ok, en tout cas, bonne journée à vous, Nazer Vikou. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. C'est le dernier rendez-vous. Fini, que tu n'as plus personne derrière toi et ta famille t'a abandonné, tes amis aussi t'ont délaissé, mais il y a quelqu'un qui t'a pas oublié, il y a un Dieu qui t'a pas abandonné, il s'appelle Jéhovah, le début et la fin de toute sauve, car c'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, il te lavera et changera ton histoire. Avec Jésus c'est capable, oh capable, Papa Yahweh est capable de changer ta vie, capable, avec Jésus c'est capable, oh capable, Papa Yahweh est capable de changer ta vie, avec Jésus c'est capable, Papa Yahweh. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, Dieu tout-puissant est celui qui était et qui viendra. Ouvre ton cœur, il le fera pour toi. Dans l'état de vie, il la changera pour toi. Viens à lui et tu verras, tu seras étonné. Sur le plateau du grand format, elle vient de s'installer, je vous l'avais annoncé, c'est une artiste gospel qui a donc un morceau que nous allons diffuser en exclusivité donc sur dans le grand format. Elle a également un concert en vue le 24 décembre prochain. On va parler de tout ça avec elle. Modoupe, bonjour. Bonjour Monsieur Boukari. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Modoupe, c'est quoi? Modoupe, ça signifie en français je rends grâce. D'accord. Alors vous rendez grâce à Dieu. D'accord. En tant qu'artiste gospel, votre histoire avec la musique a commencé très tôt, hein, déjà à l'âge de 9 ans. Vous êtes issu d'une famille chrétienne, protestante, méthodiste. Alors que faisiez-vous à l'âge de 9 ans à l'église? À 9 ans, j'étais déjà dans la chorale des enfants. Oui. Et je faisais aussi les ballets d'enfants, les interprétations d'enfants aussi. Et voilà. D'accord. La musique, c'était quoi pour vous? C'est un moyen pour se détendre, c'est un canal pour, on va dire, rendre grâce à Dieu et tout. Vous jouez avec la musique? La musique, pour moi, c'est dans le sang. Je suis issue déjà d'une famille d'artistes, de musiciens. Et c'est que quand je ne fais pas la musique, je ne me sens pas bien. Je parle de la musique sur tous les plans parce qu'à un moment de ma vie, Modoupe a été danseuse. Elle a été danseuse à un moment de ma vie. Donc quand je ne fais pas tout ce qui est musique, je ne suis pas bien. Et après, le Seigneur m'a appelé à lui. Et j'ai accepté. Je rappelle que vous avez dansé pour beaucoup d'artistes, Zena, Bricos, Campos, Pélagie, La Vibreuse, Kemi, Kinza, Willy Mignon, H2O, beaucoup d'artistes donc, qui vous ont sollicité pour agrémenter le clip. Alors comment est-ce que Dieu vous a appelé? Bon, déjà issu d'une famille chrétienne, après mes études, j'ai continué avec l'église, avec le groupe de musique à l'église, la chorale. Et à un moment donné, en 2022, après le décès de ma mémé,
qui m'aimait beaucoup et qui savait que j'avais un don pour chanter et qui voulait même être présente lors de mon premier lancement. Et dommage, elle n'était pas là, paix à son âme. Et c'est après ces obsèques que j'ai reçu l'appel. J'étais dans ma chambre, couchée, quand le Saint-Esprit m'a parlé. Plusieurs fois, j'ai refoulé l'appel, mais à un moment donné, je ne pouvais plus. Parce que j'étais en face de beaucoup de blocages et je devais répondre à l'appel de Dieu. Et voilà, j'ai répondu. Est-ce qu'en répondant à l'appel, vous vous sentez déjà capable donc de faire ce qu'il vous demande? Avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Et je ne pourrai pas me vanter et dire je suis forte. Je continue d'apprendre et je suis disposée à apprendre. Et vraiment, je demande l'aide du Saint-Esprit et de Dieu pour continuer cette mission. Et puis, vous avez eu à faire d'autres expériences, les concours podium vacances, révélation vacances et tout. Ce sont des expériences qui vous ont permis, on va dire, de vous construire donc musicalement et tout. Qu'est-ce que tout ça a apporté à votre parcours musical? Ah ouais, tout ça, ça a apporté beaucoup à ma carrière et comment avoir une présence scénique déjà. La maîtrise de la scène et des connaissances aussi dans le milieu. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Autre expérience, ce sont les groupes musicaux dans lesquels vous avez évolué, comme celui du collège Bomberger, La Voix de Salem également. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à ces différents groupes? J'ai apporté ma pierre à l'édifice. Quel était le rôle que vous jouiez j'étais chœur parmi ces groupes et quand nous avions les concerts et j'interprétais beaucoup de morceaux en tant que lead. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on sait que Modoupe danse très bien alors que c'est une artiste gospel. Est-ce que c'était à l'église donc que vous appreniez à danser ou comment ça s'est passé? Pour la danse, je dirais, tout est don. Tout est don. D'accord. Et à l'église, on nous apprenait à faire le ballet, à faire le adjobo, à faire les chorégraphies et autres. Et c'est depuis toute petite que j'ai eu cette passion pour la danse. Et voilà. D'accord. Modoupe a donné entièrement donc sa vie à Jésus depuis plusieurs années. Aujourd'hui, quelle est votre relation donc avec Jésus? Ma relation avec Dieu, elle est très forte. Et c'est lui qui guide mes pas. C'est lui qui veille sur moi, sur ma famille, sur mes affaires, sur mon travail, sur ma vie. Et sans lui, je ne serais plus. Sans le Seigneur, je ne serais plus vraiment. Parce que Modoupe, elle a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie. Et n'eût été l'aide du Saint-Esprit et de Dieu. Est-ce que vous sentez sa présence donc quotidiennement ou constamment en vous? Je ne veux pas me vanter, mais bon, j'entends la voix du Saint-Esprit et quand je ne la respecte pas, je tombe dans ce que l'Esprit me dit de ne pas faire. Et puis bon, des fois, le Seigneur me montre des choses qui se passent et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'accord. On va parler maintenant de vos œuvres. Déjà, un album, donc à votre actif, plusieurs singles. L'album, c'est bien Dieu capable. Dieu capable. C'est le titre. De combien de morceaux est-il 8 titres. 8 titres. Nous avons Il te connaît, le premier. Nous avons Alors Gangan Toué. Nous avons Tché Soutié. Nous avons Commando de Jésus. Nous avons Tout va bien. Et nous avons les karaokés et et puis instrumental là-dessus. D'accord. Pour la plupart, ce sont des audios, c'est bien ça? Oui, c'est des audios. C'est quand la vidéo, puisque... La première vidéo, la première vidéo, je suis là pour l'annoncer pour tout à l'heure. Elle sera mise sur mes chaînes, ma chaîne YouTube, pardon, et autres. D'accord. Quand vous chantez, quel est le message généralement que vous passez? Modoupe passe le message d'amour, d'espoir. D'espoir, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a encore d'espoir en toutes choses. Modoupe parle aussi de la protection, la main puissante de Dieu sur la vie de quelqu'un, d'un individu.
Modoupé parle des vécus, des difficultés par lesquelles les hommes passent et Dieu les grandit au final quand ils mettent Dieu dans leur affaire. Modoupé parle de la joie. Alors, comment est-ce que, on va dire, la communauté chrétienne à laquelle vous appartenez, comment est-ce qu'elle apprécie justement le message que vous passez? Je suis aimé de beaucoup de personnes dans ma communauté et dans d'autres communautés, parce que mon Modoupé, je n'aime pas me présenter pour une communauté précise. Mon Modoupé est là pour évangéliser, je suis là pour chanter pour tout le monde. Donc, je vais déjà partir à toutes les communautés. Et en tant que chrétienne. Donc, en tout cas, dans ma communauté, on m'accepte, on m'aime, on m'accompagne, on me soutient. Vraiment, et je remercie beaucoup certaines personnes qui me soutiennent. Comme, oui, allez-y. Comme le président Marc Godonou et le président Janvier Roumenou, le frère Deodato Vidé et beaucoup d'autres, le frère Lucien, beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous passez a un impact justement au sein de cette communauté? Mais bien sûr, parce que étant donné que tu as des soucis, tu n'as plus d'espoir et que tu écoutes un de mes morceaux, comme Il te connaît, et vraiment tu as la chair de poule. Et aussi Dieu capable est vraiment... C'est même le morceau préféré de quelqu'un dont je tais le nom. Il le joue tous les matins. Donc, il y a alors Gangantoué, une personne qui m'a vu hier chez ma coiffeuse et qui me faisait le témoin, disait votre morceau là, et vous avez fait Gangan dedans. Vraiment, j'aime ça, ça m'a touché. Donc, ça touche les gens, ça leur donne de la joie, ça les guérit de quelque chose. Donc, je pense que j'apporte quelque chose et je veux toujours apporter encore plus. D'accord, Il te connaît, c'est le morceau que nous allons jouer en exclusivité. Donc, dans le grand format, en attendant son lancement officiel, le clip est déjà disponible. Si la régie est avec nous, on va suivre une petite séquence du morceau Il te connaît et puis on revient pour la suite. Tu es le Dieu tout-puissant qui surpasse toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le soleil levant de ma vie. Tu es le rocher, mon rocher inébranlable. Tu es plus fort que tout. Il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît, il te connaît, il te connaît, tout ce dont tu as besoin. Papa Yahweh le connaît. Il te connaît, Yahweh te connaît, tout ce dont tu as besoin, Papa Yahweh te le donnera. Voilà, Il te connaît, exclusivité dans le grand format. C'est le tout premier clip donc de notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Il te connaît, il s'agit de qui vous parlez? Je parle de Dieu, je parle de notre Créateur, je parle du Seigneur. Et ce morceau, je l'ai fait à un moment donné où j'étais en train de prier, je demandais quelque chose au Seigneur. Et je priais, chaque fois je priais. Mais un jour, l'Esprit Saint m'a dit, mais le Seigneur te connaît, il connaît tout ce dont tu as besoin. Ne demande plus, il te le donnera. Et le morceau m'est venu comme ça. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi d'enfants, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi... On a l'impression qu'on a oublié. Oui. Mais Dieu n'oublie pas, parce qu'il sait le moment qui est bon pour te donner ça. D'accord. Dieu n'oublie pas, il entend. D'accord.
Le morceau sera officiellement lancé quand Et ça sera lancé aujourd'hui, ce soir. D'accord. Sur ma page officielle, Mondoukpe, sur ma chaîne, pardon. Oui. Ma chaîne YouTube, Mondoukpe. D'accord. Et puis vous donnez rendez-vous à tous vos fans le 24 décembre prochain pour un concert. Parlez-nous de ça. Ça va se passer où vos par rapport préparatifs? Ça va se passer dans l'enceinte de l'église protestante méthodiste de Yagbé et organisé par le président Mac Kodonou. À cette soirée, il y aura plein d'autres artistes béninois comme moi, comme la grande sœur Lou Akemi, comme l'artiste Sweet Glory, et comme il y a un autre artiste, Luc, je pense que c'est Luc, et bien d'autres, et j'en passe. Et à cette soirée sera le 24, je vais dire le 24 à partir de minuit, je vais dire le 25, oui, le 25. Donc l'entrée c'est à 10 000. Le couple, c'est à 15 000. Et comment ça va se passer, l'animation, le podium, comment ça va se passer? Tout sera en gospel ou quoi? La base, c'est le gospel. Oui. Il y a un groupe de musique qui sera là. Un groupe de musique chrétien qui sera là. La base, c'est le gospel. Et Mondoukpe sera là aussi pour faire ça. Et qu'est-ce qu'elle promet? Qu'est-ce que le cœur promet? En tout cas, ceux qui m'ont déjà vu prester savent de quoi le Seigneur est capable à travers ma vie, parce que je ne me mets pas en avant en matière de prestation. Je mets le Saint-Esprit en avant. Mais je vous promets du feu. D'accord. Un message à l'endroit de tous ceux-là qui sont appelés à participer à ce concert. Je dis, nous devons venir fêter ensemble la nativité du Seigneur, remercier le Seigneur pour tous ces mois, pour tous ces 12 mois qu'il nous a gardés en pleine forme, et le remercier pour sa grâce, le louer. Et parce que ce n'est que ce que nous avons à lui donner. Nous n'avons pas grand-chose à lui donner. Parce que ce que lui nous donne, il nous donne le souffle de vie. C'est grand. Il nous réveille chaque matin. C'est grand. Beaucoup de personnes sont parties et ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Mais nous sommes là. Venons le 25, le 24 à partir de minuit. Venez louer le Seigneur. Venez lui dire merci. Venez s'amuser dans la joie du Seigneur. D'accord. Est-ce que Mondoukpe peut nous chanter quelque chose? On peut aller? Je vais chanter une autre chanson. Oui. Alors, Gaganté. Allez-y. Me na come kenta wenwe ye malion we akluno na wada sonredi ala toela we tondo dite. Mondoukpe en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Rendez-vous mardi prochain pour ce concert qu'elle organise. Et c'est pour bien commencer la Noël. Non, c'est pas moi qui organise. D'accord. Non, c'est pas moi qui organise. Donc je corrige. Je fais partie des artistes. Des artistes invités pour ce concert. D'accord. On va dire bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et bon dimanche à vous. Merci. Bon Monsieur Boukari. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 22 décembre 2024. Ce numéro est le dernier pour le compte de cette année. Dès cet instant, nous allons marquer une pause de quelques semaines pour revenir l'année prochaine avec un contenu beaucoup plus alléchant. Donc, c'est le moment de vous dire merci pour la fidélité et le soutien. Merci également à toute l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches. Je veux nommer Asil Nyakadia qui assure la qualité du son, Augustin Vidécon, le réalisateur Francis Kokou qui reste toujours derrière les caméras pour la bonne qualité des images, Florence Bossa, donc mon chef d'édition, également Florence Akintola qui également assure l'édition ce dimanche. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui contribue également à la préparation de cette émission. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine si Dieu
le vœu par anticipation. Je vous dis joyeuse fête de Noël, bonne et heureuse année à chacun et à tous. On se retrouve en janvier 2025. Merci pour le soutien.